Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Jacques Brocchi. Bonjour. Bonjour. Député régional, sénateur pour le mouvement réformateur. Et on vous invite pour parler d'un petit livre, Se dépasser sans blesser ni se perdre. Et j'ai envie de vous poser une première question. Jacques Brocchi, c'est une biographie. Est-ce qu'on fait ça quand on est en train de quitter la scène ou est-ce qu'on fait ça quand on revendique une place aux élections? Ni l'un ni l'autre, on fait ça quand on trouve un peu de temps dans sa vie. On fait ça aussi parce qu'autour de vous, vous avez des personnes qui le demandent. Et en particulier, mon épouse, ma fille, mes petits-enfants me disaient, écoute, essaye un jour quand même de coucher par écrit tout ce que tu as vécu dans ta vie. Et comme il y a un an, j'ai décidé de déposer mon bistouri, d'arrêter d'opérer, eh bien, elles m'ont tout dit, et maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu dois t'y mettre. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait, parce que sinon, à part l'arrêt de la chirurgie, de la neurochirurgie pratique en salle d'opération, le reste de ma vie n'a pas changé, j'ai pas l'intention d'arrêter. Alors, c'est un livre, c'est une biographie, mais c'est écrit en commun avec une journaliste, Candice Vanek. Absolument. Marianne Vanek, pardon, qui vous a aidé à l'écrire. Oui. J'ai envie de vous poser une question sur qui est Jacques Brocchi aujourd'hui. Vous êtes belge, liégeois, bruxellois, avec des origines juives, roumains, moldaves. Essayez de me faire la synthèse. Écoutez, d'abord, je suis belge, c'est avant tout, et c'est ainsi que je me sens, puisque je suis né en Belgique. Je n'ai pas changé. En 1942 à Liège, pendant la guerre, à une période évidemment où il n'était pas bon pour un enfant juif de venir au monde. D'ailleurs, vos parents sont originaires de Moldavie en fait, ils sont originaires de ce qu'on appelait à l'époque la Bessarabie, le nord de la Roumanie. Ils sont donc venus en Belgique avec des passeports roumains. Et quand on me demandait quelles étaient mes origines, puisque mon nom n'est évidemment pas un nom belge, on me demandait parfois êtes-vous italien? Je disais non, mes parents viennent de Roumanie. Et puis, après la guerre, ils ont bien sûr perdu leur nationalité, puis ils ont pu acquérir la naturalisation belge. Donc moi, je me sens parfaitement belge. Ouais. Et j'ai toujours vous dites Roumanie, mais c'est Tchernovitch, si j'ai bien noté, et finalement, vous allez découvrir plus tard que c'est la Moldavie, c'est ça? Absolument. Et tout ça, c'est le fruit du hasard. Un jour, je me trouve en Roumanie à un congrès de neurochirurgie, je suis invité au début des années 2000, et alors le président de la Société roumaine de neurochirurgie est très fier de dire, nous avons le professeur Brocchi, le président de la Fédération mondiale de neurochirurgie. En plus, il est un peu de chez nous, il est roumain, etc. Moi, bien sûr, je ne nie pas mes origines familiales. Et puis se lève un monsieur que je ne connaissais pas au premier rang, il vient me trouver, me dit d'où viennent vos parents? Je dis maman est née à Soroka, papa est né à Vertigénie. Alors il me dit vous n'êtes pas roumain, vous êtes moldave. Et comme ça, en quelques secondes, j'ai changé d'origine. Et depuis, évidemment, il m'est arrivé de retourner en Moldavie, d'être honoré. Et il y a exactement une semaine, j'étais en ce moment dans le bureau du président de la République moldave qui me remettait la plus haute décoration du pays. Alors, on est en 42, vous êtes un tout petit garçon, un petit bébé, vous êtes dans une poussette et vos parents ne vont pas rentrer à la maison, il y a la Gestapo dans l'immeuble. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui se passe ensuite, c'est que tout simplement, ils me poussent et on va un peu à l'aventure. Donc on va loger pendant 3 jours dans le château de Sommeuse. Donc vous voyez que j'avais quelques semaines que j'étais déjà châtelain, ça n'a duré que 3 jours. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé dans une famille d'ouvriers à Montcomblain. C'est un petit village au-dessus de Poulseur et qui appartient à l'entité de Comblain-au-Pont. Et nous avions c'est là que vous allez rester pendant la guerre. Et c'est là que je vais rester pendant 3 ans, caché avec mes parents. Votre père travaille avec la résistance. Exactement. Et j'ai eu la chance d'être caché dans un village, petit village, où tout le monde savait que nous étions là et personne ne nous a dénoncé, ce qui est extraordinaire. Quand est-ce que vous avez décidé que vous seriez médecin, Jacques Brocchi? Très tôt. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand j'étais gosse, j'étais malade. Et notamment souvent malade. Et notamment, j'avais 5 ans et demi, une très grave pneumonie qui m'a tenu au lit longtemps. Pendant 3 mois, j'ai eu des piqûres dans les fesses. À l'époque, il n'y avait pas des aiguilles jetables, donc c'était la même aiguille qu'on stérilisait. Vous imaginez, au bout d'1 mois, elle n'était plus très piquante et ça faisait fort mal quand on me piquait. Et alors, je trouvais que le médecin de famille qui venait faisait un métier merveilleux. Alors, j'ai dit, à ce moment-là, tout jeune, je veux être médecin. Mes parents ont essayé de m'en dissuader parce que, comme ils étaient dentistes tous les deux, connaissaient un petit peu ce qu'est la vie dans le corps médical. Ils voulaient que j'ai une autre vie que celle où on sonne à 10h ou 11h du soir à la porte pour être soigné. Mais moi, j'étais têtu, donc je voulais être médecin. Vous avez donc abandonné la pêche et le football, qui étaient vos passions d'enfance? Oui, pour la certains médecine. disent que d'ailleurs, j'ai dû hésiter à un moment donné entre la carrière footballistique et la carrière neurochirurgicale.
Alors, on ne va pas faire tout le parcours, mais vous faites votre thèse en 79, en 1980, vous arrivez à l'ULB, ce sera ERA, ce sera votre carrière, Exact. et vous serez neurochirurgien. On parle beaucoup de rats dans le livre, c'est un animal qui vous accompagne dans vos études, ça, hein? Mais j'ai fait du labo. En fait, pour tout vous dire, je ne connaissais pas l'existence de la neurochirurgie avant d'avoir le cours. Mais ce qui m'a fasciné quand j'ai fait mes études de médecine, c'est d'avoir le cours d'anatomie du système nerveux. Et alors, c'est en deuxième année de médecine, j'ai été fasciné par cette organisation, les neurones, les connexions, etc. Aujourd'hui, on trouve ça normal avec l'ordinateur, mais à l'époque, on ne parlait pas de l'ordinateur. Donc, vraiment, l'organisation du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs m'a fasciné. Je suis donc allé trouver le prof d'anatomie pour lui dire « Est-ce que je peux faire de la recherche chez vous ?» D'où les rats, les souris, tout ce qui m'accompagne dans mon parcours. Et puis, quand je suis en avant-dernière année de médecine, j'ai le cours de neurochirurgie. Et je dis, c'est fantastique, voilà qu'on peut faire chez l'être humain quelque chose que moi je fais déjà chez l'animal depuis quelques... Et c'est ainsi que j'ai réuni les deux, une carrière de chercheur et une carrière de clinicien. Et vous allez devenir un neurochirurgien mondialement connu. On parle un peu aussi de machines dans votre livre, donc, parce que l'histoire de votre carrière, c'est aussi un peu l'histoire des progrès de la science et de la technologie dans ce domaine-là. Donc le PET scan, le gamma knife, les IRM. Oui. En fait, quand j'ai commencé ma spécialisation, tout cela n'existait pas. Et j'ai quand même commencé à opérer alors que le scanner n'existait pas. Donc j'ai connu toute cette période, toute cette révolution technologique fantastique qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, la manière de raisonner, la manière de travailler n'est plus la même. Ça coûte très cher, ces appareils. Il faut s'adresser au monde politique. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à avoir des liaisons pas dangereuses, mais qui seront la suite de votre vie et donc l'engagement politique ? Il fallait taper à la porte du ministre pour obtenir des subventions ? Absolument. Et pour obtenir des subventions, je suis allé voir plusieurs ministres, parfois même à l'époque le Premier ministre, M. Dehaene, qui était notre Premier ministre à l'époque. Et c'était très dur. C'était un combat notamment de 10 ans pour obtenir le gamma knife. Et c'est vrai que j'ai connu la politique du dehors. J'ai découvert comment fonctionnait un conseil des ministres, combien il était difficile de faire avancer un dossier. Mais à l'époque, je ne pensais pas que j'allais rentrer moi-même en politique. Mais je commençais à bien connaître la politique. Vous avez opéré des politiques, vous avez opéré des personnalités, un président algérien, un chanteur Adamo qui rédige la préface. Oui. Donc on renvoie ceux que ça intéresse à ce livre, Se dépasser, sans blesser ni se perdre. Le titre n'est pas choisi au hasard, c'est votre blason quand vous avez été anobli. Hein, c'est ça ? Exactement, en 1988, quand le roi Baudouin m'a anobli au rang de chevalier, c'est la devise que j'ai mise sur mes armoiries. Voilà, et c'est édité aux éditions Luc Pire. Dans le dernier ou l'avant-dernier chapitre, vous dites que, bien sûr, vous serez candidat en mai 2014, vous me le confirmez ? Absolument, je vous le confirme. Sur la liste à la Chambre ou sur la liste à la région ? À la région, en principe, mais comme rien n'est décidé, rien n'est fait. Mais mon premier choix, c'est la région, et je pense que ce choix sera respecté. Mais nous verrons pour l'instant, OMR, nous n'avons pas encore... Donc vous avez fait acte de candidature auprès de Vincent Leboeuf ? J'ai fait acte de candidature de manière très claire. Et je suis arrivé en politique un peu par hasard. Comme je le dis dans mon livre, en 2004, Louis Michel m'a contacté. Vous êtes d'abord candidat à l'Europe, oui. Puis ça ne se fera pas, et finalement vous serez sénateur coopté. Exactement. Exactement, et j'ai été coopté sénateur et maire en juillet 2004. Quel est l'intérêt pour vous au Sénat ? Vous avez mené différents débats, réflexions sur l'euthanasie, les soins palliatifs, tout ce qui concerne les matières éthiques. Quel est l'intérêt pour vous d'aller au Parlement régional bruxellois ? Parce que d'abord, j'y suis déjà pour commencer, parce que je suis député régional bruxellois. Je suis également député à l'ancienne communauté française, qu'on appelle Parlement Wallonie-Bruxelles, et je suis sénateur de communauté. C'est intéressant de pouvoir analyser, de suivre une matière de façon transversale. Parce que comme vous savez, malheureusement, tout est saucissonné. Et en ce qui concerne la santé, il m'est arrivé plusieurs fois de déplorer la balkanisation, c'est le mot que j'emploie. Mais vous n'auriez pas envie d'aller à la Chambre pour parler de santé ? Mais pour l'instant, avec la réforme de l'État, il y a quand même un transfert de compétences qui fait que les régions vont avoir plus de pouvoir, plus d'intérêt pour les matières santé. À la communauté française, il y a l'enseignement universitaire, il y a la santé, il y a la recherche qui a quand même fait une grande part dans ma vie, notamment tout ce qui est FNRS. Donc je me sens bien. Évidemment, au Sénat, il y a les matières bioéthiques, il y a également tout le pan santé, comme il y aura au niveau du fédéral, mais si je suis à la Chambre, je pense que je ne pourrai plus m'occuper de l'enseignement universitaire, des études, de la recherche. Donc, alors on verra quand les listes seront publiées où vous serez candidat. J'ai une dernière question à vous poser, qui est posée par un internaute, Vincent Claes, qui vous demande « N'y a-t-il pas trop d'hôpitaux à Bruxelles ?» Qu'est-ce que vous lui répondez ?
rationaliser. Je ne sais pas s'il y en a trop. Ce qui manque, c'est la coordination et la coopération entre les hôpitaux. Et je pense qu'il faut vraiment à Bruxelles faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de synergie entre les hôpitaux qu'à l'heure actuelle et qu'on essaye de passer au-dessus des réseaux, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient libre-penseurs, etc. Je pense qu'avec de la bonne volonté, c'est possible. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu aucun problème. Et je vais donner un exemple. Quand je suis arrivé à l'hôpital Erasme au bout de quelques années, eh bien, j'ai passé un accord avec le docteur Marc Van Gappenhout, qui était le président le médecin directeur des cliniques Sainte-Élisabeth, et j'ai fonctionné en parfaite harmonie avec lui. Il m'envoyait les patients qui avaient un problème neurochirurgical, donc comme quoi un réseau catholique peut parfaitement coopérer avec l'hôpital Erasme de l'ULB du moment qu'il s'agit d'un accord entre hommes. Jacques Brocchi, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi, bonne semaine à tous.